Donald Trump affirme avoir vu, de ses propres yeux, des bandes vidéo montrant un athlète olympique en train de vandaliser un monument à Washington. Sauf qu'il y a un détail qu'on ne vous a pas dit ce soir-là, sur le tarmac de Los Angeles, ces bandes n'existent pas. Attendez, avant d'aller plus loin, il faut remettre les choses dans l'ordre. Parce que ce qui s'est passé hier soir n'est pas juste une sortie de route verbale de plus. C'est un homme qui, en une seule conférence de presse improvisée, a défendu une accusation judiciaire qui vient de s'effondrer, protégé un élu accusé de violences graves et revendiqué la victoire dans une guerre que son propre camp reconnaît, en interne, avoir perdu. 3 histoires, un seul fil conducteur. Ce n'est pas une histoire de mauvaise humeur sur un aéroport. C'est un problème de mensonges documentés, répétés en direct, sur 3 sujets différents en l'espace de 20 minutes. D'après les documents judiciaires déposés début août, et d'après ce que Trump lui-même a dit devant les caméras, 2 versions des faits s'affrontent frontalement, et une seule des 2 est soutenue par un dossier écrit. Alors voici 2 questions qu'on va garder ouvertes un moment. Pourquoi l'administration a-t-elle laissé une accusation criminelle courir pendant 1 mois entier avant de l'abandonner en catimini, et qui, précisément, a bénéficié de ce mois de silence ? On va descendre 3 niveaux ce soir. La surface, ce que Trump a dit sur le tarmac. Le mécanisme, pourquoi ces dossiers se sont montés de cette façon et pour qui ? Et la conséquence, ce que ça révèle sur l'état réel du pouvoir américain, chez lui comme à l'étranger. Et avant qu'on commence, un premier fait concret vérifiable que la plupart des chaînes n'ont même pas mentionné hier soir, le document interne du département de l'Intérieur, celui qui a fait tomber toute l'accusation contre l'athlète, existait déjà quand Jeanine Pirro promettait 10 ans de prison. Retenez ce détail. Il va revenir. Ce n'est pas juste une histoire de vandalisme sur un bassin réfléchissant. C'est un problème de justice fabriqué pour couvrir une erreur du gouvernement. Reprenons depuis le début, parce que la chronologie ici est l'arme la plus efficace qu'on ait. Le 2 juillet 2026, David Hearn, 2 fois olympien en canoë, est inculpé pour avoir prétendument vandalisé le Reflecting Pool, ce grand bassin miroir entre le Lincoln Memorial et le Washington Monument. Jeanine Pirro, procureure fédérale pour le district de Columbia, déclare publiquement disposer d'une preuve accablante. Elle emploie le mot « tremendou ». Hearn risque jusqu'à 10 ans de prison fédérale pour des dégâts sur un revêtement. 1 mois plus tard, le 1 août 2026, Pirro dépose elle-même une motion pour abandonner les poursuites. La raison invoquée dans le document, les dégâts constatés proviennent d'une installation bâclée réalisée dans la précipitation par le département de l'Intérieur, celui de Doug Burgum. Ce n'est pas Hearn qui a abîmé le bassin. C'est un chantier public mal exécuté. Il faut savoir que ce genre de retournement, dans un dossier fédéral, ne tombe jamais du ciel. Il vient toujours d'un document que quelqu'un, quelque part, avait déjà en main avant de lancer les poursuites. Et voilà où ça devient intéressant. 3 autres personnes poursuivies pour des faits similaires liés au même chantier voient elles aussi leur charge abandonnée le même jour. Pas une, 4. Un abandon groupé, 1 mois après des accusations groupées, sur un chantier géré par l'administration elle-même. Regardez bien ça. Parce que pendant ce mois-là, pendant que 4 citoyens vivaient sous la menace d'une peine de prison fédérale, l'aveu qui allait tout faire s'effondrer dormait déjà dans un tiroir de l'Intérieur. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que la justice a fini par se corriger d'elle-même, que le système a fonctionné, qu'un procureur a eu l'honnêteté de reconnaître une erreur. C'est rassurant, non ? Sauf que non. Parce que hier soir, sur le tarmac, face à un journaliste qui demande si Pirro va garder son poste après avoir démonté sa propre accusation, Trump ne dit pas « elle a eu raison de corriger le tir ». Il dit exactement l'inverse. Écoutez ce qu'il affirme, mot pour mot, que tout le monde a vu le vandalisme, qu'il existe des bandes, qu'il y a même 1 ou 2 témoins. Sauf qu'il n'y a pas de bande. Il n'y a pas de bande. Le dossier judiciaire, celui-là même que son administration vient de déposer, dit le contraire de ce qu'il affirme en direct devant les caméras. Le vrai problème commence ici. Ce n'est plus une question de vandalisme. C'est un président qui contredit publiquement, sous les caméras, le propre dossier judiciaire de son propre département de la justice, et qu'il fait avec l'aplomb de quelqu'un qui raconte une négociation avec l'ayatollah qui n'a jamais eu lieu. Ce sentiment que vous aviez en entendant cette déclaration, que quelque chose ne collait pas, il était fondé, il n'était pas exagéré.
Alors pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que reconnaître que le département de l'Intérieur a bâclé un chantier de plusieurs millions de dollars sur un monument national, ça c'est gênant. Accuser un athlète olympique d'avoir tout cassé, ça c'est pratique. Un coupable individuel, ça ferme le dossier. Une erreur administrative, ça ouvre une enquête. C'est pas de la maladresse. C'est une manière de faire, répétée assez souvent, pour ne plus être un hasard. Et ce dossier n'est même pas isolé dans la soirée de Trump. Un journaliste lui demande ensuite ce qu'il pense de Max Miller, élu MAGA de l'Ohio, visé par des accusations de violences graves portées par son ex-femme. Eau bouillante jetée sur elle, arme tenue contre sa tête, blessures documentées chez leur fille. Ces accusations viennent, entre autres, du propre beau-père de Miller, le sénateur républicain Bernie Moreno, qui a publiquement déclaré que son ex-gendre a besoin d'une aide psychologique, qu'il représente un danger et qu'il ne devrait plus siéger au Congrès. D'après le sénateur lui-même, ce n'est pas une rumeur d'opposant. C'est un père qui parle de sa fille. Et la réponse de Trump, il dit qu'il espère que les choses s'arrangent pour Miller, qu'il se sent mal pour lui. Vous vous sentez mal pour Max Miller et son ex-femme alors, et sa fille de quelques années, avec une clavicule fracturée? On notera, par honnêteté, que ces accusations restent à ce stade des allégations sous forme de témoignages et de rapports de police non tranchés par un tribunal et que Miller les nie et poursuit son ex, épouse en diffamation ce qui reste, juridiquement, du niveau de l'allégation documentée, pas du fait de juger. Mais voici le contraste qui compte. Un athlète accusé de résine mal fixée mérite 10 ans de prison et 0 compassion publique. Un élu de son propre camp, visé par des accusations de violence portées par son propre beau-père sénateur, mérite un « j'espère que ça s'arrange ». Vous avez remarqué comme ce genre de 2 poids, 2 mesures disparaît toujours avant d'arriver au gros titre du soir. Il ne s'agit pas de dire que Miller est coupable au sens judiciaire du terme. Aujourd'hui même, ce serait franchir la ligne que ce format s'interdit. Il s'agit de dire que la sévérité de cette administration ne suit pas la gravité des faits. Elle suit la loyauté. Soyons honnêtes 2 secondes sur le meilleur argument en face, parce qu'il en existe un et il tient debout mieux qu'on ne le laisse parfois entendre. L'argument le plus solide du camp Trump, c'est que l'abandon des charges contre Hearn prouve justement que le système fonctionne. Un procureur qui reconnaît une erreur factuelle et retire une accusation dès que les faits changent, c'est exactement le comportement qu'on devrait attendre d'une justice honnête. Ce n'est pas un argument ridicule. Une justice capable de se corriger vaut mieux qu'une justice qui s'entête. Sauf que la chronologie contredit cette lecture. Le document de l'Intérieur, qui prouve l'installation bâclée, existait avant même l'inculpation du 2 juillet. Ce n'est pas un doute judiciaire qui a émergé en cours de route et poussé Pirot à reculer par intégrité. C'est un rapport interne, déjà disponible, qui a fini par remonter à la surface après que des avocats et des journalistes ont commencé à poser des questions gênantes. Le système ne s'est pas corrigé tout seul. Il a été rattrapé. Et un procureur qui promet 32 évidences en public avant même de vérifier le rapport de sa propre administration, c'est pas de la rigueur, c'est de la précipitation politique. Exactement le mot qu'utilisent plusieurs juristes cités dans la presse ces derniers jours pour qualifier l'ensemble du dossier. Ce n'est pas Hearn qui a vandalisé le bassin, c'est l'administration qui a vandalisé la vérité, 1 mois durant, pendant qu'un athlète attendait de savoir s'il irait en prison, et ce premier dossier n'est même pas le plus gros morceau de cette soirée. Pendant que Trump défendait une accusation en ruine sur un tarmac de Los Angeles, à des milliers de kilomètres de là, l'armée américaine tournait au ralenti faute de munitions. Il y a un 2e chapitre à cette histoire et il change complètement l'échelle du premier. D'après plusieurs rapports militaires cités cette semaine par la presse spécialisée en défense, les stocks américains d'intercepteurs Tea-Jahad ont chuté d'environ 80% depuis le début de la guerre contre l'Iran. Et les stocks de missiles Patriot ont fondu d'environ 2/3. Le think tank CSIS estime qu'il faudra au minimum 3 ans pour reconstituer ces réserves à leur niveau d'avant-guerre. Ce n'est pas une opinion de commentateur. C'est un chiffre d'inventaire militaire cité par plusieurs médias spécialisés en défense la même semaine. Traduisez ça en images concrètes. C'est comme vider les 4/5 des extincteurs d'un immeuble en pleine saison des incendies et espérer que le feu suivant attendra que vous ayez fini de vous réapprovisionner.
Pendant ce temps-là, les Houthis frappent à l'intérieur même de Dubaï. 3 pétroliers sont touchés dans le détroit d'Ormuz en 48 heures. Une base américaine au Koweït est visée. Un drone de reconnaissance MQ-9 est abattu. Les pays du Golfe, ceux-là même que Washington est censé protéger depuis des décennies, commencent à dire tout haut que les États-Unis n'ont plus les moyens de tenir leurs promesses de défense. Et c'est là que l'histoire bascule dans l'absurde. Sur le tarmac, un journaliste demande à Trump où en sont les négociations avec l'Iran. Sa réponse, je vous le dirai dans 48 heures, une deuxième fois. Il avait déjà donné ce même ultimatum de 48 heures des mois plus tôt. Vous trouvez ça normal, un président qui refait la même promesse non tenue, mot pour mot, à plusieurs mois d'intervalle? Ça rappelle furieusement l'histoire du garçon qui criait au loup. À force de répéter un délai qui ne débouche jamais sur rien, plus personne, à un moment donné, ne prend la parole au sérieux pas, même les alliés du Golfe qui en dépendent directement. Et pourtant, au même moment, Trump revendique un succès. D'après plusieurs médias internationaux qui suivent le dossier heure par heure début août, l'Iran et Oman seraient dans la phase finale d'un accord sur la circulation des navires dans le détroit d'Ormuz. Sauf que les États-Unis ne sont même pas partis à cette négociation. Ce sont Téhéran et Mascate qui discutent entre eux. Et l'accord qui se dessine donnerait à l'Iran davantage de contrôle sur le trafic maritime dans le détroit, pas moins l'inverse exact d'une victoire américaine, contingent plus à la levée du blocus que Washington impose au port iranien. C'est bien plus grave que ce qu'un simple ultimatum manquait laisser penser. Un pays qui n'a même pas de siège à la table revendique la paternité d'un accord négocié par 2 autres pays, un accord qui renforce précisément la puissance qu'il prétend contenir. Ce que je sentais depuis le début sur ce premier dossier, c'était vrai, et sur celui-ci, c'est encore pire. Ce n'est pas un échec isolé. C'est le même réflexe que sur le reflecting pool. Quand la réalité est embarrassante, on ne la corrige pas, on la remplace par une version qui flatte mieux le narrateur. Restons sur la comparaison d'échelle un instant, parce qu'elle mérite d'être dite crûment. Un revêtement de bassin mal posé a coûté 1 mois d'angoisse judiciaire à 4 citoyens. Une guerre mal engagée a coûté au pays 80% de son stock d'intercepteurs THA et 3 ans de délai pour s'en remettre. Ces 2 histoires ne sont pas de même magnitude et pourtant Trump les défend avec exactement la même énergie et la même absence totale de nuances parce que dans les 2 cas, ce qui compte pour lui, c'est pas ce qui s'est vraiment passé, c'est la version qui lui permet de dire qu'il avait raison. Il ne négocie pas la paix, il négocie le droit de dire qu'il l'a négocié. Et si vous avez suivi ce genre de couverture uniquement sur les grandes chaînes câblées conservatrices, cette phrase-là, cette contradiction précise entre le dossier judiciaire déposé et la déclaration publique sur le tarmac, vous ne l'avez probablement jamais entendu formulé aussi clairement. C'est pas un oubli éditorial, c'est un choix répété assez souvent pour ne plus être accidentel. D'ailleurs, dans ce même échange télévisé avec Fox, la chaîne proche de Trump, celui-ci glisse une autre déclaration qui mérite qu'on s'y arrête une seconde. Chaque famille américaine, dit-il, a besoin d'un centre de données dans son jardin. Pas de baisse du prix des courses, pas d'accès aux soins, pas de loyer plus abordable. Un centre de données. Il a fait faillite avec 3 casinos côte à côte à Atlantic City. Et aujourd'hui, il explique aux familles américaines ce dont elles ont vraiment besoin en matière d'infrastructures énergétiques. Ça inspire confiance. Revenons avec moi à la question du départ. Trump affirmait avoir vu des bandes qui n'existent pas, prouvant le vandalisme d'un athlète olympique. Vous êtes venu pour une anecdote de tarmac, une sortie de route de plus dans une longue liste. Vous repartez avec la preuve que cette même soirée contient un dossier judiciaire renversé par sa propre administration, un double standard documenté envers un allié accusé de violences graves et une armée à sec en pleine escalade régionale, pendant qu'on vous vend en même temps un accord de paix auquel le pays qui le revendique ne participe même pas. Le vrai problème, à mes yeux, dépasse largement une conférence de presse ratée. Ce qui devrait nous inquiéter, ce n'est pas seulement que Trump se trompe, c'est qu'il se trompe systématiquement dans la même direction. Celle qui protège les siens et sacrifie les autres, celle qui remplace un aveu embarrassant par une accusation commode. Le loup qui criait au loup finit toujours par perdre son public. Le vrai risque, ici, c'est que ce soit toute une administration qui en paie collectivement le prix de crédibilité bien après le départ de l'homme qui l'aura causé. Et rien ne dit que ça s'arrête là.
le prochain délai de 48 heures arrive sans plus de stock d'intercepteurs qu'aujourd'hui pour le tenir si les choses tournent mal. Et pendant que cette question reste sans réponse, ce sont les alliés du Golfe, les familles de militaires et des citoyens comme David Hearn qui absorbent le coût réel de cette impréparation, pendant que les porte-paroles continuent, eux, de répéter que l'économie mérite un A+, et que l'Amérique n'a jamais été aussi prospère. Je vous promets une chose, dès que cet accord Iran-Oman tombera, dans un sens ou dans l'autre, vous le saurez ici en premier, avec les documents à l'appui, pas juste la version qu'un tarmac aura bien voulu vous donner. Abonnez-vous à la chaîne pour la suite de cette histoire, parce qu'elle est loin, très loin d'être terminée.